Regardez cette carte du ciel. À votre gauche, c'est la Chine. Au milieu, ce trou noir sans aucune lumière, c'est la Corée du Nord. Et plus bas, cette énorme tache blanche, c'est la Corée du Sud. Après la guerre de Corée qui a opposé de 1950 à 1953 le Nord, communiste, au Sud, pro-américain, la Corée du Sud était considérée comme le troisième pays le plus pauvre de la planète, juste avant le Soudan. En 50 ans, elle est devenue une des nations les plus prospères. Comment ce miracle a-t-il eu lieu, alors que le pays est toujours en guerre avec son frère du Nord, qui ploie depuis bientôt 70 ans sous le joug du régime communiste? Venant de Beyrouth, une ville divisée pendant 15 ans entre chrétiens et musulmans, le miracle coréen m'a toujours intrigué et fasciné. Nous irons en 5 étapes à la découverte de grands sites industriels, de magnifiques îles, de cités médiévales, de temples bouddhistes et de la capitale, Séoul. Je vous emmène à la rencontre des fabricants du miracle coréen. Artistes, écrivains, industriels, paysans et religieux. Ceux qui ont fait de ce pays, 7 fois plus petit que la France, cette exception dans notre monde tumultueux. La Corée du Sud est aujourd'hui célèbre grâce à son foudroyant développement économique. En 50 ans, ce pays a rattrapé l'Occident et son industrie concurrence aujourd'hui dans de nombreux domaines les plus prestigieux groupes européens et américains. Nous partons en voyage à la découverte des industries phares qui ont fait la renommée de ce pays. Nous commençons notre périple par Busan. Avec ses 3 millions d'habitants, c'est la 2e ville du pays. Elle abrite le plus grand port de la Corée du Sud. La pêche industrielle occupe une place importante dans l'économie de la ville et arrive même à concurrencer celle du Japon. Busan est réputée pour sa cuisine de la mer. Cette ville allie le mode de vie méridional à celui effréné des grandes métropoles. Son industrie poissonnière n'empêche pas le maintien d'un artisanat de la pêche qui fait le bonheur de ses habitants. C'est très éprouvant. C'est du 24 heures sur 24. Quand j'arrive à dormir 3 heures, c'est le maximum. C'est sans fin, parce que les enchères commencent à 22 heures, et s'il y a beaucoup de marchandises, elles se terminent à 1 heure ou 2 heures du matin. Qu'est-ce que vous voulez que j'attende de la vie? J'approche bientôt de mes 70 ans. Toute ma vie, j'ai vendu du poisson ici pour vivre, manger et éduquer mes enfants. Ils ont trouvé du travail, se sont mariés et sont bien installés maintenant. Aujourd'hui, on a vendu de la pieuvre, de la perche rose et on vend toujours beaucoup de poissons pour les offrandes. 손으로 잡을 수 없게 만드셨다. 사방에 피어난 저 나무들과 꽃들 사이. Mon rêve, je n'en ai pas.
Je voudrais juste rester en bonne santé, que mes enfants soient heureux, c'est tout ce que j'espère. Et que mes enfants soient en bonne santé. Je n'espère rien d'autre, je ne suis ni cupide ni ambitieuse. C'est ce qu'il y a de mieux. On n'a pas vraiment de rêve à mon âge. On espère juste que les enfants soient en bonne santé et que tout se passe bien pour eux. C'est le rêve de toutes les mères coréennes à mon avis. J'aimerais que ma famille soit en bonne santé et que les enfants soient heureux. C'est ça mon rêve. Merci. Merci. Je vends des mixines. Je vais vous montrer. On l'attrape et on enlève la peau. Comme ça, et on le coupe. On ajoute de la salade, des épices, on mélange le tout et on fait cuire. Voilà ce que je vends. Parfois ça se vend bien, parfois non. Ça dépend des jours. Ce qui est difficile, c'est que c'est manuel, c'est physique. Ça fait longtemps que je travaille, mais à la longue, c'est quand même difficile. Mais ça reste amusant. Mon rêve, en fait, je suis chrétienne, je suis croyante. Donc mon rêve serait de travailler pour le bon Dieu, de faire du bénévolat. Mais je réalise déjà ce rêve en partie, plus ou moins. Les gens de Jagalchi, notre quartier, ont l'air durs et bourrus. Mais ils ont du cœur. Les femmes, elles, font beaucoup de bénévolat auprès des jeunes. On cherche à améliorer en permanence notre ville. On fait de notre mieux pour que notre quartier devienne un haut lieu touristique à l'heure de la mondialisation, en essayant d'être le plus accueillant et en offrant le meilleur service possible. C'est la basse saison en ce moment. Il n'y a pas de poissons. Rester en mer entraînerait trop de frais. L'essence, le personnel, le pêcheur, ça coûte cher. On serait déficitaire. On reste donc ici pour faire les travaux sur le bateau. Mon rêve, c'est ma vocation. Ce serait de devenir capitaine. Et qu'y a-t-il après? C'est d'être armateur, d'acheter des bateaux et de faire du commerce. Je crois que les Coréens ont beaucoup de talent. Les facultés de chacun ont été mises à contribution dans le projet de développement de la société.
Donc, en très peu de temps, on a atteint le but qu'on s'était fixé. Nous partons à Buyeo, dans le cœur du pays, à 300 km de Busan. C'est dans cette région agricole que l'usine Korean Ginseng Corporation transforme la racine de ginseng en élixir de jeunesse. Le génie coréen consiste à s'adapter en permanence. Le ginseng est considéré dans ce pays comme une plante aux vertus médicinales étonnantes. Les Coréens en ont fait un produit d'exportation de premier plan, au même titre que le téléphone portable et les voitures. Mais pour transformer cette racine en eau de jouvence, l'industrie du ginseng impose aux cultivateurs un cahier de charges très précis et fait appel surtout à la recherche scientifique de pointe. Ces racines sont âgées de 5 ans. Je suis donc sous contrat avec la Korean Ginseng Corporation pendant encore une année. Le principal écueil concerne les pesticides. Non seulement il faut encadrer de près leur usage, mais il faut aussi se conformer aux directives de l'administration coréenne, c'est-à-dire éviter les substances interdites et avoir une culture aussi écologique que possible. Après 6 années de culture du ginseng, il est difficile d'éviter que le sol ne soit pas épuisé parce que cette plante est très gourmande en ressources naturelles. Dans notre région, il est dur de trouver un terrain qui n'ait jamais accueilli de ginseng. On a du mal à tenir la distance quand l'exploitation s'étale sur 6 années. Je pense notamment à la salinisation du sol qui nuit au ginseng. De plus, les cultures répétées sont très vulnérables aux maladies et aux parasites. C'est là-dessus qu'il nous faut être le plus vigilant. Je cultive des patates douces en plus du ginseng. Elles poussent très bien sur un sol qui a déjà accueilli le ginseng. Je projette de cultiver des patates douces pendant 5 ans, puis d'enchaîner avec de belles fleurs. Elles sont petites, non? Ces racines de ginseng ont 5 ans. Le ginseng est une plante qui grandit pendant 6 ans, en 6 étapes. La racine apparaît au bout d'une année. La croissance continue jusqu'à 2 ans. La 3e année, le corps principal et les racines secondaires atteignent une belle épaisseur, le tout surmonté de 3 feuilles. À 4 ans, le corps devient encore plus volumineux et se dote d'une 4e feuille. Il continue ainsi jusqu'à 5 ans et l'apparition d'une 5e feuille. La 6e année est la plus importante. Comparé à un ginseng de 5 ans, le corps et les racines secondaires évoquent la forme d'un homme. Il a alors 6 feuilles. C'est à l'âge de 6 ans que le ginseng se vend le plus cher, car il est parfaitement formé avec des principes actifs au plus haut niveau. Notre laboratoire s'attache à rechercher les éventuelles substances nocives contenues dans le ginseng. Notre priorité est la sécurité. Nous procédons à des analyses avant toute confirmation d'achat.
Au terme de ces analyses, nous délivrons un certificat garantissant la pureté et la qualité du produit appelé à être commercialisé. Ces appareils de chromatographie servent aussi bien à analyser les produits destinés à la protection des cultures qu'à rechercher les principaux éléments d'autoprotection dans le ginseng. Nous les utilisons également pour rechercher de nouvelles substances bénéfiques contenues dans le produit. La médecine occidentale traite la maladie de manière dissociée. La médecine orientale, elle, a une approche plus globale. Plutôt que de se focaliser sur les manifestations du mal, on en recherche les causes. Ainsi, nous avons une approche visant à prévenir les maladies tout en améliorant la santé en général. Notre entreprise traite le ginseng rouge depuis environ 115 ans. Mais on estime que cela fait plus de 1000 ans que les Coréens utilisent le ginseng. Nos ancêtres ont vraisemblablement beaucoup tâtonné avant de maîtriser son usage. Cette tradition perdure depuis plus d'un millénaire. Nous combinons le savoir-faire millénaire des anciens avec des méthodes de recherche scientifique de pointe. Nous croyons que le ginseng rouge livrera d'autres secrets dans le futur. C'est un cadeau du ciel qui gagne à être connu. Le vieux traité de médecine chinoise Shenong Ben Kao Jing décrit le ginseng coréen comme le remède des remèdes. L'intérêt pour le ginseng dépasse depuis longtemps nos frontières, puisqu'un ambassadeur du royaume de Siam en aurait offert à Louis XIV. On raconte que de nombreuses personnalités politiques en consommeraient régulièrement. Le ginseng n'est pas un produit de santé ordinaire. Regardez, même sa forme évoque un corps humain. Celui-ci est âgé d'1 an et celui-là de 6 ans. Nous n'utilisons que des racines qui ont 6 ans d'âge. On dirait vraiment un homme, non? C'est là son aspect naturel, et cela me conforte dans l'idée qu'il nous a été offert par le ciel. D'où mon impatience d'en faire profiter la terre entière, et pas seulement l'Asie. Vous savez, le père fondateur de notre nation 5 fois millénaire s'appelle Dangun. La première valeur qu'il a inculquée au peuple coréen a été Onggikingan, qui signifie bénéfique à l'homme. Et le ginseng est vraiment un produit bénéfique à l'homme. Les racines transformées en ginseng rouge arrivent ici en premier lieu. On procède alors à un premier tri. On élimine minutieusement tous les déchets. Les belles racines avec tête, corps et jambes intactes sont conservées en entier. Les autres racines serviront de matière première, notamment sous forme d'extrait. C'est ici que la tête, le corps et les jambes du ginseng rouge font l'objet d'un travail d'affinage.
On retaille la tête, le corps et les jambes pour les rendre plus réguliers. Ces racines nobles sont vendues dans des coffrets spéciaux. Cet endroit est dédié au contrôle des tissus. Le travail consiste à sonder l'intérieur du ginseng rouge. On scanne chaque racine pour détecter des trous ou des vides dans les tissus. Cet examen permet de confirmer son appartenance à l'une des 3 catégories, le Cheonsam, Chisam et Yangsam. Ici, vous êtes dans la salle où le ginseng rouge est réduit en extrait. On rajoute de l'eau pour réduire les racines destinées à servir de matière première. Le travail se fait en 2 temps. On élimine toutes les impuretés et puis toute humidité superflue. On obtient ainsi un extrait à la consistance épaisse. Cela me rappelle le passage d'un livre que j'ai lu. Un individu qui roule aveuglément vers sa destination et se retrouve régulièrement avec des pneus crevés. Il essaie de poursuivre sa route en colmatant au fur et à mesure les crevaisons. Mais arrivé à un certain point, il lui faut bien s'arrêter et regarder en arrière, puis retirer les pansements de fortune pour regarder au fond des brèches. Les Coréens travaillent beaucoup trop et ils pensent que c'est normal. Ceux qui ont joué un rôle de premier plan dans le développement économique du pays étaient convaincus qu'il est normal de travailler dur. Et ils ont eu de graves problèmes familiaux. Mais pour eux, redresser le pays était une priorité. Et ils ont tous été sacrifiés. Aujourd'hui, l'individualisme s'est répandu chez les jeunes. On assiste dans les familles à des conflits nouveaux entre les jeunes et leurs parents. Nous sommes à Ulsan, à 100 km de Busan. C'est ici, en 1964, que la première voiture Made in Korea sortait des chaînes de fabrication de Hyundai. Aujourd'hui, Hyundai détient 83% du marché local et s'est lancé depuis des décennies à la conquête du marché mondial. Les méthodes d'organisation du travail et le patriotisme d'entreprise permettent à la marque de s'imposer comme un acteur majeur dans cette industrie. Actuellement, Hyundai développe en partenariat avec Air Liquide une voiture à hydrogène. Ce pays, qui ne dispose d'aucune richesse naturelle, se doit de développer de nouvelles technologies pour échapper, entre autres, à la dépendance énergétique.
Corée du Sud est le plus grand chantier naval du monde. Hyundai, fondé par Hassan, un self-made man, est un des groupes industriels les plus importants du pays. 가장 아름다운 것은 La ville d'Ulsan, à 1 heure de Busan, vit et travaille pour Hyundai. 손으로 잡을 수 없게 만드셨다. 사방에 피어나는 저 나무들과 꽃들 사이 La création de Hyundai Heavy Industries a commencé de façon spectaculaire. En mars 1972, la baie de Mipo n'était qu'un paisible petit village de pêcheurs d'environ 200 foyers lorsqu'il y a eu la pose de la première pierre du chantier naval. Ce qui était particulier, c'est que le début de la construction du premier bateau a eu lieu en même temps que cette cérémonie. À peine 2 ans plus tard, en juin 1974, l'inauguration de la base navale s'est aussi déroulée en même temps que le baptême du bateau. C'était du jamais vu dans l'histoire de l'industrie navale, et ça reste encore aujourd'hui une sorte de légende. Depuis ce baptême, la ville d'Ulsan célèbre le 28 juin comme le jour de la construction navale. 10 ans plus tard, en 1983, Hyundai Heavy Industries a dépassé Mitsubishi en devenant le premier constructeur naval au monde. Et depuis, notre entreprise maintient son rang. Aujourd'hui, à Hyundai Heavy Industries, il y a 26 000 employés et 36 000 employés collaborateurs. On pense que l'avenir du marché de la construction navale réside dans l'éco-ship et le smart ship. L'éco-ship consiste à développer les techniques de la construction navale pour faire des navires de plus grande taille, améliorer leur forme, utiliser les matériaux les plus performants, inventer des nouvelles technologies de navigation tout en respectant l'environnement. Pour un porte-container, par exemple, il faut aujourd'hui environ 25 à 30 marins à bord. Mais nous pensons qu'il est possible d'aboutir à un navire entièrement automatisé, un bateau sans marin. On peut dire que le groupe Hyundai a commencé comme une entreprise familiale. Ceci est la photo de famille du fondateur du groupe Hyundai, Feu Chung Ju-young. Le voici ici, on le surnomme Hassan. Ici, c'est le deuxième fils, Chung Mong-gu, PDG fondateur de Hyundai Motors. Voici la femme de Hassan. Et ce bébé, c'est le fondateur de Hyundai Heavy Industries, Chung Mong-jun, aujourd'hui député au Parlement. Ceci est une photo de famille de Hassan pendant la guerre de Corée. Elle date de l'époque où la famille s'est réfugiée à Busan. Ce mannequin représente l'époque où Hassan a fugué de chez lui pour monter à Séoul et travailler comme employé dans un commerce de riz. Il était si assidu et si dévoué à son travail qu'il a gagné la confiance du propriétaire. Ce dernier, au lieu de léguer son magasin à son fils, comme le veut la tradition, l'a cédé à son employé Hassan. Ça lui a mis le pied à l'étrier.
Je pense que les Coréens ont la niaque. Quand ils font quelque chose, ils ne le font pas à moitié. Mais ils pensent toujours en termes de collectif. Ils ont été animés par une volonté farouche de redresser le pays. Ils ne se contentent jamais du strict minimum. Ils se donnent à fond. Il en va de même pour les danseurs, les musiciens, et c'est l'esprit qui règne également dans les entreprises. Ils mettent tous leur vie en jeu. Cette photo date de la création de Hyundai Heavy Industries. Elle montre l'inauguration du chantier naval ainsi que le baptême des premiers et seconds navires. Ces deux événements ont eu lieu le même jour. 50 000 personnes sont venues célébrer ce moment historique. Ces petits points ici, ce sont les gens. Après la libération, de nombreux produits importés sont entrés en Corée, que ce soit de manière illégale ou officielle. Des produits électroniques, des vêtements. Il s'est alors créé une distinction très forte entre les classes sociales. Les gens ont commencé à ressentir de la jalousie. Pour surmonter cette frustration, les anciens se sont acharnés au travail, se sont sacrifiés pour leurs enfants, espérant qu'ainsi leurs descendants réussiraient mieux qu'eux. Ils pensaient que l'éducation était la meilleure voie pour atteindre le développement. En fait, nos parents avaient la passion de l'éducation. Depuis les années 80, les universités ont formé une élite de très haut niveau, dépassant la moyenne internationale. Cette nouvelle génération conduit le développement économique actuel de la Corée. Nous avons 4 centres de recherche technologique. Chaque département a son centre de recherche. 560 chercheurs travaillent dans nos laboratoires. Nous collaborons également avec le milieu académique, les universités, les centres de recherche extérieurs. Les relations entre les employés et la direction de Hyundai Heavy Industries. À la fin des années 80, début des années 90, l'entreprise a connu de graves conflits entre patronat et syndicats. À l'époque, il y avait environ 36 jours de grève par an. C'est énorme. Mais après 1994, les employés et le patronat ont tous les deux réalisé que ce n'était pas le chemin à prendre. Et depuis plus de 19 ans, nous n'avons pas eu de conflit entre patronat et syndicats. Les chantiers navals de Chine et du Japon reposent essentiellement sur la demande interne, même s'ils se développent aussi grâce à l'exportation. En comparaison, la Corée n'a presque pas de demande interne et ne compte que sur l'exportation pour les concurrencer. C'est en développant la technologie et en s'appuyant sur la main-d'œuvre coréenne qu'on pourra échapper pendant un certain temps
à la pression des Chinois. Les disciplines, ou l'importance donnée à l'éducation, ou l'importance donnée à la hiérarchie. Et tout cela, ça a joué énormément de rôle pour le développement du pays. Une société sans la tradition est une société très instable. Bien sûr, dans le monde entier change très fort. Mais on voit tout de suite, par exemple, la Chine, où la révolution culturelle a complètement dévasté la culture chinoise, et le Taïwan, où il n'y avait pas cette révolution culturelle. La différence est nette. La Chine est beaucoup plus fragile, disons, beaucoup moins stable que le Taïwan. Parmi les entreprises coréennes, il n'y en a pas beaucoup qui ont une plus-value à l'international. Les entreprises comme Samsung, Hyundai ou LG sont très actives sur la scène internationale. Et grâce à elles, la Corée du Sud s'est fait connaître. Concernant la vision de Hyundai, Hyundai Heavy Industries rêve d'égaler dans les domaines de l'énergie, des ressources naturelles et de l'environnement les grandes entreprises comme General Electric, Siemens ou Alstom. Notre entreprise est en croissance permanente. Nous voulons préserver notre rôle de leader mondial dans la construction navale. Et nous nous efforçons d'atteindre en 2017 le chiffre d'affaires de 35 milliards d'euros. Hyundai veut dire l'époque actuelle. Cela désigne le présent par opposition au passé et au futur. On peut dire que Ulsan est une ville-entreprise. À une époque, les médias étrangers se trompaient et écrivaient Hyundai au lieu de Ulsan. Aujourd'hui, environ 1 million d'habitants résident à Ulsan. La plupart d'entre eux sont liés à l'entreprise Hyundai. Outre Hyundai Heavy Industries, Hyundai Motors, l'un des 5 constructeurs automobiles au monde, est aussi basé à Ulsan. Le credo de l'époque était beaucoup produire, beaucoup exporter et beaucoup construire. Ces efforts ont permis d'accomplir ce qu'on appelle le miracle du fleuve Han. Mais les Coréens ont désappris à s'amuser, ou disons plutôt que la médaille a deux faces. Bref, on est devenus des bourreaux de travail. Ce n'est que mon opinion. Mais il me semble que les Coréens sont des compétiteurs nés. Jalousie ou saine émulation, tout dépend du point de vue. Mais je crois qu'à la base de cela, il y a un sentiment d'infériorité. Ça donne des complexes de posséder moins ou de moins bien réussir que le voisin. Quand les Coréens décident quelque chose, ils se mobilisent comme un seul homme.
Cela me rappelle leur enthousiasme et l'énergie qu'ils ont déployés lors du championnat de football en 2002. 그런 사람들이 마음을 한번 모으면은 또 후끈 달아오르는 마음으로 또 이렇게 에너지를 한 방에 모으는 그런 에너지도 있는 것 같아요. 그 외에 보이지 않는 L'éclat de la réussite masque une réalité parfois très sombre. 그늘들이 사실 아직 보여지지 않지만 많이 이렇게 어두운 부분들이 Notre société est encore très inégalitaire. 조금 더 행복 조건에 의해서 인간은 기본적으로 행복을 해야 되니까 Beaucoup de gens sont laissés sur le carreau. Je crois qu'il est temps pour nous de s'en préoccuper au nom du droit au bonheur pour tous. 더 이렇게 사회가 돼야 되지 않을까라는 생각은 하고 있습니다. Nous sommes de retour à Busan, qui tout en se projetant vers l'avenir, un avenir technologique, cherche à préserver ses quartiers anciens et un certain art de vivre. Ce quartier de Gamcheon résume toute l'histoire de la Corée. Dans les années 1950, à cause de la guerre, les habitants des quatre coins de la Corée sont venus se réfugier ici. Depuis 2009, la mairie et les habitants de Gamcheon et de Busan participent à un concours d'embellissement du quartier. Il y a une coopération avec les artistes. On essaie de mettre un peu d'ordre dans l'environnement et dans la décoration de notre quartier. Nous voulons restaurer les maisons et attirer ainsi les touristes. Est-ce que vous êtes marié? Non. Pourquoi? C'est trop cher. Je m'appelle Jeon Young-chul. J'enseigne la poterie et je suis artiste céramiste. La mairie a ouvert cet atelier en septembre 2010. C'est à ce moment-là que je suis arrivé parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour enseigner la poterie. J'ai posé ma candidature et me voilà. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Ce sont des maisons du village que j'ai miniaturisées. On les vend comme souvenir. 가장 아름다운 것은 손으로 잡을 수 Aujourd'hui, les gens de l'Asie de l'Est et du monde entier sont tous très étonnés par l'incroyable développement économique de notre pays. Ils sont curieux. Moi aussi, quand je pense avec quelle rapidité incroyable on a atteint ce niveau. Le pays est comme un affamé qui se serait jeté sur un festin et n'arriverait pas à le digérer.
Voilà ce que nous vivons. 힘들어하고 있는 마치 그런 형상이지요. 뭐라 그럴까요? L'écart entre les riches et les pauvres se creuse de plus en plus. La pratique politique s'est grandement améliorée, mais continue d'être bancale. C'est comme un bâtiment qui semble beau et neuf, mais qui a de nombreux problèmes, des fuites de gaz, des dégâts des eaux, etc. On en est là. Autant que je sache, Busan est une des 10 villes asiatiques où il fait bon vivre. On a la montagne, la mer est belle, il y a un fleuve, l'air est bon. On est vraiment très bien ici. C'est pourquoi j'aime Busan. En pensant à Beyrouth, toujours en proie aux démons de la guerre et du sous-développement, je suis admiratif de la manière dont les Coréens du Sud ont su redresser leur pays entièrement détruit par la guerre et en faire une des grandes puissances économiques du monde. Tous les gens du monde entier que je rencontre me parlent du miracle coréen. Moi aussi, je crois qu'il y a eu un miracle coréen. Mais quand on me demande comment cela a été possible, il m'est très difficile d'y répondre. Car en un sens, les raisons ne sont pas évidentes. Tous les jours, de nouveaux portables, de nouvelles télévisions arrivent sur le marché. C'est ce qui est visible. Mais on ne voit pas tous les gens qui ont travaillé pour en arriver là. La sueur, le sang, les efforts, le sacrifice de ces personnes. Qu'est-ce qui a rendu le développement possible? Je me dis que c'est parce que tous ces gens ont été des anges gardiens les uns envers les autres. dun, dun, dun.